Bonjour et bienvenue à la conférence midi universitaire en danger. Découvrez le réseau Scholars at Risk, qui est co-organisé par la Clinique de droit international pénal et humanitaire et la faculté de droit de l'Université Laval. Donc, pendant que les dernières personnes peut-être s'installent en ligne et se connectent, permettez-moi de prononcer quelques mots pour introduire la conférence, poser quelques petites précisions techniques et également me présenter. Donc, je suis Virginie Lefebvre, co-directrice adjointe de la clinique de droit international pénal et humanitaire, ou aussi CDIPH dans le jargon interne et que je vais plutôt utiliser pour le reste de l'intervention. Et je vais avoir le plaisir d'être votre maîtresse de conférence pour l'heure et demie qui s'en vient. Donc cette conférence, comme vous pouvez le voir, est en mode hybride et elle est également enregistrée pour pouvoir être accessible aux membres de la communauté ULaval a posteriori. Donc pour les personnes qui sont en ligne, vous disposez en bas de votre fenêtre de plusieurs options. Vous avez une option clavardage où vous allez avoir des informations qui vont vous être transmises au fur et à mesure de la conférence. Vous avez également un bouton Q et R ou Q&A selon si vous êtes en français ou en anglais, où vous pourrez poser vos questions et voter pour celles que vous préférez. On a également certaines interventions qui vont être prononcées en anglais et une traduction vous est offerte en direct sur Zoom via le bouton traduction interprétation qui se trouve également en bas de la fenêtre Zoom. Pour les personnes qui sont présentes en salle, si vous souhaitez bénéficier de la traduction, on vous invite à vous connecter à Zoom pour pouvoir choisir le canal qui vous intéresse avec un appareil connecté et des écouteurs. Vous pouvez récupérer le lien Zoom dans le mail de confirmation d'inscription que vous avez reçu, ou vous avez également à l'arrière de la salle un QR code qui est à disposition et que vous pouvez scanner au niveau de la table qui se situe sous l'écran. Donc, dans le cadre de cette conférence, nous nous sommes donnés comme objectif de vous faire découvrir le réseau Scholars at Risk, aussi plus communément appelé SAR, S-A-R. C'est un réseau qui protège et qui défend la liberté académique et les droits humains des universitaires dans le monde. Dans cette optique, nos conférencières et conférenciers vont vous présenter l'organisation de SAR, ses missions et ses activités. Et une emphase va être notamment mise sur l'accueil d'un ou d'une chercheur à distance, activité plus communément également appelée Remote Fellowship. Nous allons également vous faire découvrir le programme universitaire en danger, que l'on appelle au sein de l'Université Laval SAR-UL, qui est développé depuis la CDIPH depuis 2021, qui est la date à laquelle l'Université Laval a rejoint le réseau SAR. Dans ce cadre, nos intervenantes et intervenants vont vous parler du passé, du présent et du futur du programme SAR-UL. Pour remplir cette mission, se joignent à moi, autour de ces tables, la professeure Mélanie Sanson, vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la faculté de droit de l'Université Laval, Hélène Zimmermann, conseillère en développement de la recherche, également à l'Université Laval, faculté de droit, et maître Éric Sullivan, directeur adjoint de la CDIPH et répondant SAR-UL. Nous avons également le plaisir d'accueillir à distance, au niveau de nos écrans ici, la professeure Laura Madokoro du département d'histoire de l'Université Carleton, le professeur Keïs Mohammadi de l'Institut politique économique de l'Université Carleton et la professeure Myriel Trich, directrice du département des sciences juridiques de l'UQAM. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à la professeure Mélanie Sanson, vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la faculté et directrice du programme de doctorat pour ouvrir officiellement cette conférence. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes, en personne ou en ligne. À titre de vice-doyenne à la recherche aux affaires externes, il me fait plaisir de vous accueillir à la faculté de droit aujourd'hui à l'occasion de cette conférence sur le programme universitaire en danger, Scholars at Risk. Le droit international relatif à la protection des droits humains occupe une place importante au sein de notre faculté. Nos professeurs, nos chercheurs, nos cliniciens travaillent sans relâche pour former la relève en cette matière, pour trouver par la recherche des solutions innovantes et éclairées et pour soutenir les différentes communautés d'égal à égal.
C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de joindre le réseau SAR et d'ancrer le programme dans le cadre des activités de la Clinique de droit international pénal et humanitaire qui, à travers ses différents partenariats, contribue à défendre des universitaires éprouvés par les violences et les conflits. Convaincue de l'importance de protéger la liberté académique et les droits humains des universitaires, la faculté a répondu positivement à la proposition de la clinique de s'impliquer encore davantage dans le programme SAR. Et comme vous le comprendrez aujourd'hui, cette conférence est un pas de plus, en quelque sorte, dans cette direction. Même s'ils peuvent sembler éloignés en des termes géographiques, je dirais, des conflits comme celui entre l'Ukraine et la Russie ou encore celui très actuel entre la Palestine et Israël ont des répercussions jusqu'ici sur des personnes qui travaillent ou qui étudient à l'Université Laval. Ces conflits mettent à risque leurs droits et libertés fondamentaux et ceux de leur famille. Ils peuvent aussi les priver de la possibilité de réaliser leur plein potentiel scientifique et de contribuer pleinement au développement des connaissances et à la formation de la relève. Alors, par différentes mesures, le programme SAR vise précisément à redonner sécurité et liberté à ces universitaires. Nous accueillons d'ailleurs à l'Université Laval actuellement un chercheur qui est dans l'impossibilité de retourner chez lui à Gaza, de retrouver sa maison qui a été bombardée et sa famille qui est réfugiée et soumise à des conditions de vie plus que difficiles. Et nous avons vécu la même situation en février 2022 lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. L'événement organisé aujourd'hui est une occasion précieuse de vous faire connaître le réseau SAR, mais aussi de vous inviter à une réflexion collective plus poussée sur la possibilité de mettre en place à l'Université Laval un programme SAR qui serait plus élaboré et qui permettrait de soutenir plus adéquatement des personnes qui, comme notre collègue de Gaza et d'autres, se retrouvent devant des défis professionnels et personnels que personne ne voudrait avoir à relever. Alors, en mon nom personnel et au nom de la Faculté de droit, je remercie nos invités et leurs organisations respectives pour leur implication dans cet événement. Et à vous tous et toutes, je souhaite une bonne conférence. Merci. Je vous remercie, professeur Sanson, pour cet accueil et cette mise en perspective très actuelle des situations dans lesquelles le réseau SAR peut, et je dirais même a un rôle à jouer de nos jours. Pour notre prochaine intervention, nous allons accueillir Maître Éric Sullivan, donc directeur adjoint de la CDIPH. Il préside également le comité de réflexion des cliniques juridiques de la faculté de droit de l'Université Laval et il est le coordonnateur du partenariat canadien pour la justice internationale. Il est également le répondant local pour le programme SARUEL et c'est fort de cette expérience qu'il va nous présenter un petit portrait historique du programme universitaire en danger, de l'émergence des premières initiatives jusqu'à la rédaction du rapport universitaire en danger. Merci, Virginie. Je vais prendre le micro pour un collègue en introduction. Merci. Donc, merci beaucoup à nos invités, aux personnes de l'audience pour votre présence et votre participation. Au nom de la clinique et à titre de répondant local du programme SAR, il me fait grand plaisir d'avoir enfin l'occasion d'aborder ce sujet qui trotte dans nos têtes depuis plusieurs années. Ma collègue va partager bientôt le PowerPoint qu'on va utiliser. Donc, sur ma petite slide, vous allez voir les différentes étapes d'évolution du projet. Le tout commence en 2014 lorsqu'on voit passer sur les médias sociaux une annonce, venez soutenir. Ça va peut-être être l'autre slide, je pense. Ouais. Celle-ci, donc, venez soutenir les académiques emprisonnés un peu partout dans le monde. Il y avait des activités cliniques qui s'organisaient comme ça dans certaines régions du monde, à partir de New York en particulier. Donc, on s'est posé la question dès 2014 sur l'opportunité, l'occasion de développer ça à l'intérieur de nos projets d'enseignement clinique. Mais à l'époque, on avait quand même déjà des partenariats bien établis. On avait un volume assez lourd, surtout en droit international pénal. Et nos partenaires traitaient à l'occasion des thématiques similaires. Donc, l'idée avait été écartée, non sans intérêt, par contre, et longue discussion au sein de la direction. Puis, en pleine course au rectorat en 2017, l'Université Laval avait été accrochée sur Twitter par des gens qui disaient « Hey, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez rejoindre le réseau bientôt? » L'idée avait fait son chemin. Des personnes étaient venues rencontrer Fanny Lafontaine pour lui demander d'investiguer un peu la question, de trouver des infos, des réponses et d'alimenter la course au rectorat. L'idée avait fait son chemin jusqu'à la direction, mais ça va prendre 4 ans, jusqu'en 2021, pour que l'Université Laval réactive
le projet par la voie, et là je vais lire les notes parce que c'est long, le vice-rectorat aux affaires externes internationales et à la santé, qui va nous proposer à la faculté de droit de joindre le projet, d'investiguer avec eux la possibilité de rejoindre. La faculté de droit s'était tournée ensuite vers la clinique pour nous proposer de rejoindre. C'est devenu une réalité. Un mois plus tard, la clinique a accepté de rejoindre le projet. C'est devenu officiel en mai 2021 avec le paiement de la cotisation et ça l'est encore jusqu'à aujourd'hui. Lorsque la clinique a joint en 2021, elle avait souligné qu'elle acceptait de se joindre à titre de contributeur au projet. Elle suggérait déjà de développer le projet au-delà des limites de la clinique avec d'autres partenaires facultaires et du campus. Dans la perspective de continuer son développement, à l'été 2022 et durant l'année 2022-2023, une stagiaire a été engagée, Enrica Saint-Pierre, pour produire un rapport. J'en dis pas plus puisque ma collègue Hélène Zimmermann va en parler dans quelques minutes. C'était le gros projet de l'an dernier du côté SAR. Et cette année, on planche sur un programme en 2 étapes, une conférence aujourd'hui et un webinaire dont je parlerai, pas un webinaire, un atelier de réflexion dont je parlerai un petit peu plus tard à la fin de la conférence, qui aura lieu en février 2024. Qui vise à amener le programme à une autre étape. Donc, c'était un peu la petite capsule historique du projet entre 2014 et aujourd'hui. Merci, Virginie. Je te remercie, Eric, pour cette capsule historique qui pose en effet de bonnes bases pour maintenant aborder un portrait plus global, puisqu'on va maintenant parler du réseau SAR, et pour répondre aux questions qui sont qu'est-ce que SAR? Quelles sont ses missions? À qui s'adresse SAR? Et aussi qu'est-ce que SAR Canada? Et pour répondre ou apporter des pistes de réponse à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir la professeure Mirja Trilch, qui enseigne le droit constitutionnel et le droit international des droits de la personne à l'UQAM. Elle est directrice du département des sciences juridiques de l'UQAM et directrice de la CIDU, la Clinique internationale de défense des droits humains. Elle se spécialise dans la recherche-action en matière de droits humains et dans le cadre de ses recherches, la professeure Trilch s'est notamment penchée sur les droits et la protection des défenseurs des droits humains. Elle est membre fondateur même du comité SAR-UQAM et elle assume la coprésidence du comité directeur national SAR Canada. Professeur Trilch, la parole est à vous. Merci Virginie pour la présentation. Merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de collaborer avec les collègues de l'Université Laval. Je vais partager mon écran pour vous montrer les diapositives que j'ai préparées. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Oui. Alors, j'ai choisi, ma présentation ne porte pas vraiment de titre, alors j'ai choisi de l'organiser autour de plusieurs questions qui sont survenues dans nos discussions par rapport à ma présentation. Alors, voici un aperçu des questions que je compte aborder. Qu'est-ce que SAR? Qu'est-ce qu'un ou une universitaire en danger? Qu'est-ce que SAR Canada? Et quelles sont ses activités? Et finalement, quels en sont les bénéfices d'une participation dans le réseau SAR? Alors, sans plus tarder, commençons avec qu'est-ce que SAR? Donc, SAR, Scholars at Risk, est un réseau international auquel appartiennent des établissements d'enseignement supérieur et des associations, mais principalement des universités, et dont la mission est de protéger les universitaires et de promouvoir la liberté académique. Et c'est un réseau qui compte actuellement plus de 650 membres et, si je ne me trompe pas, situé dans 46 pays. Au cœur de la mission de SAR est le jumelage entre ces institutions membres et des universitaires menacés afin d'offrir à ces derniers donc un refuge temporaire qui leur permet de continuer leur travail intellectuel en attendant que les conditions soient favorables à un retour dans leur pays d'origine. Les personnes candidates pour un tel accueil peuvent être proposées par les institutions membres ou peuvent aussi postuler directement auprès de SAR. Et SAR va ensuite essayer de jumeler l'universitaire en danger avec une institution membre qui est, disons, compatible. Mais les membres du réseau conservent toujours le pouvoir de sélection finale.
Ensuite, chaque accueil est organisé un peu au cas par cas en fonction des besoins et des capacités de l'individu en danger et de l'institution qui l'accueille. Ces visites peuvent durer entre 3 mois et 2 ans. Et pendant ce séjour, la personne qui est accueillie peut enseigner, peut faire de la recherche, peut donner des conférences ou même étudier selon les conditions qui sont fixées dans l'accord d'accueil. Comme vous pouvez imaginer, c'est un service qui prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour les institutions qui accueillent des universitaires en danger. Mais je pense, est-ce que vous voyez encore mes diapositives? Oui, oui. OK, parce que moi, je ne les vois plus. OK. Excusez-moi, mais je pense que c'est important de mentionner que ça prend encore plus de courage et plus d'énergie pour l'individu qui est accueilli. Parce que les scholars at risk peuvent être traumatisés, peuvent être arrachés à leur famille, à leur culture, à leur réseau, et doivent dans tous les cas s'adapter à un tout nouvel environnement. Un des avantages du réseau SAR est le fait qu'il facilite les échanges d'idées, les échanges de bonnes pratiques entre les institutions membres et cela rend l'accueil, disons, plus efficace, moins coûteux aussi que des efforts qui sont isolés et qui sont ponctuels. Ça permet aussi de maximiser les ressources disponibles pour les chercheurs menacés et par conséquent, d'augmenter le nombre de chercheurs qui peuvent être accueillis. Puis, au-delà de cette assistance directe aux chercheurs, je pense qu'il est important de mentionner que le réseau SAR renforce aussi la solidarité au sein de la communauté universitaire en faveur de la liberté académique et des droits humains. Malheureusement, les attaques contre la liberté académique et les droits humains sont très répandues dans le monde, trop répandues pour qu'une institution ou un individu puisse y faire face seul. Et SAR est donc dans une position de pouvoir offrir une réponse collective à ces enjeux. Qu'est-ce qu'un ou une universitaire en danger? Ce n'est pas évident de donner une définition à ce terme, mais disons qu'en termes généraux, c'est une personne qui est menacée en raison du contenu de son travail intellectuel. C'est une situation qu'on connaît peut-être plus dans le contexte pour des journalistes ou pour des défenseurs des droits humains, mais le même phénomène existe en fait pour les universitaires car tout comme ces deux groupes-là, les universitaires, à travers leur recherche, à travers leur enseignement, leur rôle, c'est de poser des questions, de produire des connaissances, de générer des nouvelles idées, de générer des discussions et souvent aussi de critiquer. Et c'est-à-dire d'exiger des réponses, pourquoi les choses ne sont pas meilleures, pourquoi les choses ne sont pas plus efficaces, plus respectueuses de certaines valeurs et de certains droits. Et ça peut être très menaçant pour les autorités, en particulier dans des régimes autoritaires, parce que leur pouvoir dépend sur le contrôle de l'information et de ce que les gens pensent au final. Alors, lorsque les universitaires sont censurés, lorsqu'on empêche la création et la diffusion des informations, des analyses, de la pensée critique, c'est la société dans son ensemble qui est privée d'informations et souvent, c'est exactement ça le but recherché, donc maintenir la population dans l'ignorance de certains sujets. Les universitaires peuvent aussi être menacés en raison de leur statut ou de leur influence. À cause de leur rôle dans la formation universitaire, ces personnes peuvent avoir un impact non négligeable sur la pensée, disons, de la relève. Puis parfois, ce sont des personnalités qui sont connues ou des membres éminents de leur communauté. Alors, les cibler, ça peut être un moyen très visible et très efficace d'intimider et de réduire au silence une communauté entière. C'est d'autant plus vrai lorsqu'une personne universitaire est membre d'une minorité politique, ethnique ou religieuse, une femme ou
qu'elle appartient à la communauté LGBTQ+. Puis finalement, il ne faut pas oublier que cette situation peut être aggravée dans des situations de conflits armés internes ou de guerre civile ou internationale. Mais on pourrait en parler plus tard si vous souhaitez. Alors, passons à SAR Canada. Alors, SAR Canada, c'est la section canadienne de SAR. Les sections SAR sont en fait des groupes nationaux ou régionaux de SAR et leur objectif est de coordonner la participation des institutions membres aux activités de SAR. Ces sections sont elles-mêmes souvent coordonnées par un comité directeur local ou un secrétariat en partenariat avec le secrétariat SAR à New York. Les nouveaux membres dans une région où une section SAR existe sont automatiquement enregistrés auprès de leur section locale ou nationale. C'est-à-dire, toute université canadienne qui devient membre de SAR sera automatiquement membre de SAR Canada. Et présentement, il y a 16 sections de SAR qui sont répertoriées dans le monde entier. Donc, vous les voyez à l'écran. L'Australie, Canada, Royaume-Uni, Danemark, Finlande, Flandre, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Slovaquie, Suède, Suisse, Pays-Bas et États-Unis. Pour ce qui est de SAR Canada, plus particulièrement, la section a été fondée en 2012 et comprend actuellement 30 membres, dont 29 sont des universités, répartis dans 7 provinces canadiennes. Il n'y a présentement aucun membre en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard. Le seul membre qui n'est pas une université est l'Association canadienne des professeurs et professeurs d'université. SAR Canada a en fait connu une croissance assez importante au cours des dernières années. Nous avons accueilli 6 nouveaux membres en 2022 seulement. Donc, une croissance de 25% en une seule année. Être membre ne signifie pas nécessairement accueillir un chercheur, quoique c'est souhaitable. En date d'avril 2023, 21 personnes chercheurs SAR étaient accueillies au Canada par 8 universités différentes, ce qui, en fait, sur ces 21 personnes, 15 sont des accueils sur place en personne, 6 sont des accueils à distance, ce qui signifie que ces chercheurs restent en dehors du Canada, mais entretiennent un lien institutionnel avec une université canadienne. Je pense que Laura va en parler un peu plus tard. En date d'avril 2023, 4 autres chercheurs étaient en attente d'accueil, ce qui signifie donc que leur accord d'accueil était déjà confirmé, mais que ces personnes n'étaient pas encore arrivées au Canada. Et à ce moment-là, 7 autres universités étaient engagées dans des discussions pour un accueil prochain. Quelles sont les activités de SAR Canada? Juste pour préciser, on pourrait parler de quelles sont les activités du comité directeur de SAR Canada, mais je pense que c'est beaucoup moins intéressant que de savoir quelles sont les activités des membres de SAR Canada. Donc, je vais plutôt parler de cela. Alors, comme je viens de mentionner, les membres de SAR Canada sont évidemment engagés dans l'accueil de chercheurs. Ça reste la priorité pour la plupart des membres de SAR Canada. Ensuite, il y a des activités de plaidoyer en lien avec SAR. Il y a des séminaires de plaidoyer SAR, des advocacy seminars qui sont soutenus par SAR. Et je sais que à Carleton, puis à UBC, il y a des séminaires de ce type qui se sont donnés ou se donnent peut-être même en ce moment. Ce sont donc des séminaires dans le cadre desquels on parle du plaidoyer en faveur de la liberté académique et dans le cadre desquels on peut aussi s'engager dans les autres activités de plaidoyer que j'aimerais mentionner. Donc, le Academic Freedom Monitoring Project, donc un projet pour recenser en fait l'état des lieux de la liberté académique dans certains pays.
Je sais que c'est une activité qui a été entreprise à Ottawa, puis à McGill, donc des groupes étudiants qui ont documenté disons, les attaques à la liberté académique dans certains pays sur une certaine période de temps. Ensuite, il y a le Scholars in Prison Project. Donc, c'est un projet où on implique des équipes étudiantes dans le plaidoyer en faveur de personnes injustement emprisonnées en raison de leurs activités académiques ou leurs activités intellectuelles. C'est quelque chose que moi j'ai entrepris avec une équipe de la Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM il y a quelques années, où on a milité en faveur d'un chercheur égyptien, Patrick Zaki, qui était emprisonné et qui a depuis été libéré. Alors l'objectif, c'est de militer pour la libération de ces personnes-là. Ensuite, il y a d'autres projets qui ont un lien, disons, peut-être un peu plus souple avec SAR Canada, mais qui sont entrepris par des membres de SAR Canada, le Afghan at Risk Scholars Project, le projet sur les universitaires afghans en danger, qui est entrepris en collaboration entre Carleton et UBC, un projet financé par le CRDI, donc pour aider les universitaires et autres personnes qui fuient la crise en Afghanistan, dans l'objectif d'établir une nouvelle communauté intellectuelle au Canada. Ensuite, la Coalition for Academic Freedom in the Americas, la Coalition pour la liberté académique dans les Amériques, basée à l'Université Ottawa. C'est un projet de sensibilisation et de défense de la liberté académique dans les Amériques. Et finalement, les Student Advocacy Days, une initiative. Bon, la première édition a été organisée par UBC en 2022. L'idée ici était de rassembler des personnes étudiantes de différentes universités canadiennes pour leur permettre de s'informer en fait sur, disons, les principaux enjeux en matière de défense de la liberté académique. J'aimerais souligner que ce que SAR Canada ne fait pas, et c'est de recruter des chercheurs SAR ou de faire le suivi auprès des chercheurs SAR. Donc, une personne qui souhaite être accueillie au Canada doit absolument poser sa candidature auprès de SAR New York, se soumettre au processus de sélection qui est prévu par SAR New York et espérer ensuite que sa candidature soit transmise aux universités canadiennes qui sont prêtes à l'accueillir. Donc, toute la question de la sélection et du vetting, comme on dit en bon québécois. Donc, les vérifications, disons, de sécurité et autres, tout ça, c'est entrepris de façon centrale à New York. Bon, quels en sont les bénéfices de tout cela, d'être membre du réseau, de s'engager pour SAR, de conduire des activités de plaidoyer en lien avec SAR? Je soulève 3 bénéfices. Il y en a probablement plein d'autres, mais ceux que j'aimerais mentionner, c'est premièrement le fait que les activités de SAR contribuent à sensibiliser le grand public à cette thématique, à cette problématique. Je crois sincèrement que l'accueil d'un individu, d'un chercheur à risque, envoie un signal très fort, tant à l'interne qu'à l'externe, que nous, comme chercheurs, on n'accepte pas qu'on essaie de faire taire des membres de notre communauté et qu'on se solidarise avec nos collègues qui se trouvent à être censurés ou menacés. Deuxièmement, SAR est engagé dans une démarche de plaidoyer, c'est-à-dire dans la documentation et la dénonciation des menaces à la liberté académique. Et cela vise évidemment à exercer une certaine pression sur les gouvernements et sur la communauté internationale pour faire cesser de telles attaques.
J'ai déjà mentionné les projets de monitoring et de recherche-action au bénéfice de chercheurs injustement emprisonnés. Au-delà de ça, il y a un rapport qui s'appelle Free to Think, qui est publié par SAR à chaque année et qui nomme concrètement les attaques répertoriées à travers la dernière année. Et je vous invite vraiment à consulter le rapport de 2023 qui vient tout juste de sortir. C'est une véritable révélation sur le statu quo de la liberté académique dans le monde. Et finalement, je pense qu'il est important de mentionner que les chercheurs accueillis peuvent avoir un impact vraiment très important, très positif sur l'institution qui les accueille, que ce soit à travers leur recherche, leur enseignement, leur implication dans la vie de la communauté universitaire. Ce sont des personnes qui contribuent à la richesse de l'environnement académique, à la richesse des échanges. Ce sont des personnes qui amènent une expérience, un vécu, une perspective qui sont souvent très différents de ce à quoi on est habitué. Alors, je pense que pour les institutions hautes, c'est vraiment une excellente opportunité d'apprentissage et d'ouverture, en fait, pour toute la communauté académique de l'institution haute. Donc, sur ce, je pense que je vais m'arrêter pour l'instant, mais évidemment, si vous avez d'autres questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Triche, pour cette présentation éclairante. Avec les informations que vous venez de nous transmettre, on dispose maintenant d'une base un peu plus solide pour connaître, comprendre le réseau SAR et notamment comprendre quel rôle les institutions membres du réseau peuvent jouer concrètement auprès des universitaires en danger. Or, un constat aussi peut être fait, c'est que pour mettre en œuvre ces activités que vous avez présentées, professeur Trilch, qu'il s'agisse de plaidoyer ou de programmes d'accueil, il est important pour l'institution de se doter d'une structure de gouvernance et de financement forte et pérenne pour pouvoir mener ces activités. Vous l'avez dit, c'est du travail, c'est de l'implication. Donc, pour aborder ce nouveau volet, je vais passer la parole à Hélène Zimmermann, conseillère au développement de la recherche à la faculté de droit de l'Université Laval et chargée de cours. Elle a notamment co-supervisé avec maître Eric Sullivan le travail de recherche et de rédaction qui a été mené par Enrica Saint-Pierre, une étudiante à la maîtrise à la faculté de droit, et travail de rédaction et de recherche qui a mené à la production du rapport Universitaire en danger. Hélène va vous présenter ce rapport et plus particulièrement les informations relatives à la gouvernance et au financement telles qu'elles ont été recueillies auprès des institutions membres du réseau SAR Canada. Hélène, et je vais partager mon écran. Il y a un petit décalage, le temps. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Donc, peut-être un petit mot juste avant de rentrer dans ces éléments qu'on a pu identifier sur les structures de gouvernance et les structures de financement sur les données à partir desquelles on a travaillé pour cette cartographie. Dans le fond, on a travaillé à partir de données publiques, donc à partir de ce qu'on trouvait dans les sites Internet, les réseaux sociaux, donc la littérature grise également, complété par quelques entrevues avec des personnes ressources. Donc, on est conscient que c'est un portrait partiel qui n'est pas parfait des activités SAR au Canada, mais on a aussi été agréablement surpris de quand même l'éventail des informations qu'on pouvait trouver et la manière dont ces informations pouvaient bien sûr documenter la situation actuelle ou ce qui se faisait actuellement, mais aussi de jeter les bases pour une réflexion pour l'avenir, en particulier par rapport à l'idée de déployer SAR UL. Alors, pour les structures de gouvernance, ce qu'on a pu identifier, non. Ah, voilà, c'est dans le temps, c'est parfait. C'est dans le fond deux grandes catégories de structures, deux grandes façons de procéder, soit créer une nouvelle structure, soit mobiliser une structure administrative existante.
Donc, si on regarde ça un petit peu plus en détail, donc dans les nouvelles structures qui ont pu être créées parmi les institutions participantes à SAR Canada, on a d'abord les structures de type comité, sachant que, parce qu'il faut peut-être avoir en tête au départ, en lien aussi avec ce qu'évoquait la professeure Filch tout à l'heure, c'est que dans le fond, en devenant membre du réseau SAR, les établissements d'enseignement supérieur s'engagent à mettre en place un comité, à nommer une personne représentante, à mener bien sûr des activités qui s'inscrivent dans la mission de SAR, mais il n'y a pas d'instruction spécifique de SAR sur la manière finalement, sur la structure de gouvernance de manière très précise, d'où aussi l'éventail de structures qu'on a pu recenser. Donc, donc, création d'une nouvelle structure ou mobilisation d'une structure administrative existante. Donc, dans les nouvelles structures, donc, on a d'abord les structures de type comité avec deux cas de figure, soit des comités réservés au corps professoral, comme c'est le cas, par exemple, à l'UQAM, soit des comités qui sont mixtes et qui impliquent à la fois des membres du corps professoral, mais aussi des membres du personnel administratif et même des étudiants qui peuvent y siéger. Une autre forme qu'on a pu recenser dans un seul cas, selon les données auxquelles on a eu accès, en l'occurrence à UBC, c'est des structures de gouvernance étudiante, soit sous la forme association, soit sous la forme collectif. Et puis, dans un cas, on a pu identifier donc, une autre modalité de nouvelle structure de type branche chapter de SAR Canada. Deuxième donc modalité, c'est mobiliser une structure administrative existante. Donc, cette fois-ci, on a pu recenser, par exemple, c'est le cas par exemple à l'Université McGill, des universités qui s'appuient sur leur faculté, sur un centre de recherche aussi, c'est combiné dans le cas de McGill, sur des directions, des comités de gouvernance existantes ou encore sur des structures responsables des relations internationales, par exemple, c'est le cas à l'Université Simon Fraser ou au Waterloo. Quand on regarde un petit peu en termes d'effectifs, finalement, qu'est-ce qui est le plus fréquent? Bien, c'est la forme comité et en particulier comité mixte, donc la création d'une nouvelle structure de type comité mixte incluant donc différentes catégories de membres de la communauté, donc professeurs, personnel administratif et étudiants, qui est la plus fréquente dans ce qu'on a pu identifier comme données. Donc ça, c'est pour le volet structure de gouvernance, donc la manière dont on peut implanter en termes de gestion SAR au Canada à partir de ce qui est fait actuellement. Deuxième point de réflexion qu'on a pu travailler dans le cadre de ce rapport, c'est en termes de modalités de financement des programmes SAR au Canada. Donc, c'est sûr que qui dit réalisation d'activités dit pouvoir bénéficier d'un financement, mais évidemment, les besoins, les intérêts et donc aussi les modalités de financement et les montants aussi qui sont en jeu sont très variables. Donc, on a recensé plusieurs stratégies de financement. La première grand type de stratégie, c'est la création de fonds ou de sous-fonds grâce à des donations, essentiellement des donations du grand public, donc des fonds privés, mais qui sont parfois complétés par du financement institutionnel, donc des donations des institutions elles-mêmes au programme SAR en lien avec elles. Deuxième catégorie, c'est la création d'une campagne de financement pour financer des activités spécifiques qui exigent un capital plus important, que ce soit l'accueil d'universités en danger ou éventuellement l'organisation de conférences. Troisième modalité de financement, c'est le recours à des fonds existants. Et là, dans le fond, c'est plus spécifiquement un programme, le Scholar Rescue Fund de l'Institute of International Education, donc, qui a été mobilisé dans ce cas-ci, qui est donc un programme qui offre des bourses, en fait, aux universitaires en danger à travers le monde
en partenariat avec des institutions d'éducation supérieure. Donc, ce qu'on a pu identifier, c'est que 12 universités de la section SAR Canada seraient membres partenaires de cet institut. La manière dont ça se passe dans ce cas-ci, c'est que dans le fond, il y a des bourses à hauteur d'un maximum de 25 000 $ US qui peuvent être octroyées, le montant variant évidemment selon la localisation du poste, le coût de la vie qui est associé, et aussi selon les contributions de l'institution d'accueil, puisque dans ce cas-ci, il y a nécessairement une contrepartie qui doit être financée à hauteur d'au moins 50% par rapport au montant du fonds en tant que tel. Et puis, on a aussi quelques cas, le professeur Trilch en a parlé tout à l'heure, de recours à des subventions. En l'occurrence, qu'on a pu identifier, c'est du financement grâce au programme Gouvernance démocratique et inclusive du Centre de recherche pour le développement international du gouvernement fédéral. Ce qui est le plus fréquent, d'après ce qu'on a pu recenser, c'est la création de fonds et de sous-fonds. Voilà, c'est un peu le portrait des principaux résultats. Merci Hélène pour cette présentation claire et simple, mais complète sur des sujets qui ne sont pas toujours si simples d'approche. Et on peut constater en effet que la gouvernance et le financement sont vraiment des éléments déterminants et qu'il va être nécessaire d'aborder dans une perspective de structuration et de développement du programme SAR ULaval. Et ces points abordés déjà, je vous propose de poursuivre la réflexion, d'aller un peu plus loin et cette fois de se concentrer sur une activité bien spécifique qui peut être mise en place par une université qui est membre du réseau SAR, c'est l'activité de Remote Fellowship. Donc, comme je vous l'expliquais en introduction, et comme l'a aussi abordé rapidement la professeure Trilch, il s'agit pour une université d'accueillir un ou une chercheur, mais à distance. Pour nous présenter cette activité et plus spécifiquement le point de vue de l'institution d'accueil, je vais donner la parole à la professeure Laura Madokoro. Donc, la professeure Madokoro enseigne au département d'histoire de l'université Carleton. Elle travaille dans le domaine de l'histoire du refuge. Elle a publié un grand nombre d'articles portant sur l'histoire des migrations et de l'humanitarisme. Elle est également l'auteure de Elusive Refuge, Chinese Migrants in the Cold War et co-rédactrice de Dominion of Race, Rethinking Canada's International History. La professeure Madokoro s'implique activement dans les travaux de SAR Carleton et je lui passe tout de suite la parole sur l'activité de Remote Fellowship. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup à tout le monde pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous et d'écouter et d'apprendre encore plus sur SAR Canada et toutes les questions de financement que je connais un petit peu, mais c'était bien de plonger dedans. And I'll just take a moment to speak in English so that I can address Case directly and say what a pleasure it is to see you. Case is one of the remote scholars that we support at Carleton, and we don't get to see each other very often. So this is a really wonderful occasion. Alors, Virginie, merci pour l'invitation pour qu'on puisse soit tous ensemble. J'ai une courte présentation qui parle un petit peu du programme. Et je veux souligner que j'appelle aujourd'hui de ma maison à Ottawa, qui est située sur les territoires traditionnels du peuple algonquin. Et c'est vraiment important quand on pense au travail qu'on fait pour les gens, les chercheurs qui sont réfugiés ou qui traversent des frontières internationales, d'aussi constater les lieux et les endroits où on travaille. Alors, je voulais juste souligner ça. Et sur cette note, je vais partager mon écran et parler un petit peu du programme que nous avons lancé. Vous allez voir tout mon... Regardez pas l'ordi qui est toute les listes de choses à faire. OK, voilà la PowerPoint. Vous voyez bien la diapositive? Oui. OK.
Excellent. Alors, je vais parler nous, on appelle ça le programme de chercheurs à distance. Et en effet, on a un nom spécifique qu'on donne au programme, mais on essaie de ne pas le discuter quand on parle de SER, parce que je vais parler un peu de questions de sécurité tantôt, mais on essaie de garder tout ce qui est programme pour les chercheurs à distance un peu séparé de SER, juste au cas où on ne veut pas faire la promotion des chercheurs qui ne veulent pas avoir de l'attention, notamment de leur gouvernement domestique. Alors, c'est un programme. Oups, pardon. Voyons. J'aimerais bien avancer. Alors, juste pour donner un petit aperçu sur le comité de sœurs à Carleton, ça a été établi en 2014. Nous avons accueilli plusieurs chercheurs à date, environ 1 ou 2 par année. Ça a été plus intense dans les dernières années avec tout ce qui se passe en Ukraine, en Russie, oui, en Russie aussi, et en Afghanistan, Syrie. Alors, c'est un programme qui accueille des chercheurs de vraiment partout autour du monde. Et comme professeur Trish a indiqué, on suit les nominations qui sont avancées par SAR New York. Alors, c'est vraiment un réseau qui a tous des morceaux qui travaillent ensemble. Nous, on offre un soutien financier sous la forme d'un bourse de voyage ou de recherche et c'est vrai qu'on fait le financement à chaque année. Alors, on fait des ramasses de fonds. On est juste en train de lancer l'appel cette année et puis on essaie de ramasser environ 20 000 par année pour appuyer le programme. Et on invite des professeurs honoraires ou des conférenciers invités sur recommandation d'unités académiques aussi. Alors, c'est vraiment un mélange d'initiatives, mais tout avec le but d'appuyer les chercheurs qui ont dû quitter leurs institutions, leurs maisons, leur pays à cause de la persécution. Ils n'ont pas été capables de faire leurs travaux, continuer leurs recherches, etc. Alors, nous, on s'est rendu compte avec ce programme qu'on est vraiment embarqué dedans. On est un comité de, je pense, 30 membres maintenant, 30 individus à travers l'université. Et un des collègues a mentionné l'autre jour que c'est un comité où tout le monde est toujours content d'être là. On ne se chicane pas du tout, on est vraiment embarqué dedans. Et avec cette initiative, on avait remarqué qu'il y avait des chercheurs et des chercheuses qui n'étaient pas capables de quitter leur pays. Et alors, on a commencé à se poser la question si on pourrait faire quelque chose dans cette direction-là. Il y avait des modèles aux États-Unis qu'on a décidé on a fait le contact avec eux pour demander des conseils, notamment Roger Williams University. Et puis, nous, on a lancé un programme pour les chercheurs à distance en 2020. Et c'est intéressant parce que les conversations qu'on a eues au sujet de ce programme ont eu lieu directement avant que la pandémie arrive. Alors, c'était intéressant qu'on ait eu la permission de continuer avec le programme au printemps ou dans un moment où on était toutes virtuelles, on était toutes connectées à l'institution par Zoom, etc. Et j'avoue que le programme a beaucoup changé depuis qu'on a fait le retour en présentiel. Ça a eu un impact sur le programme parce qu'on a eu moins d'activités virtuelles, quand même quelques activités hybrides, mais durant la pandémie, ironiquement, c'était un moment où les chercheurs à distance étaient beaucoup plus connectés à l'université elle-même. Et je peux adresser ça en plus de détails durant la période de questions et réponses. Mais tout ça pour dire que le programme, on l'a lancé au printemps de 2020. On a eu beaucoup, beaucoup d'appui à tous les niveaux de l'université. Les gens étaient vraiment excités par les possibilités. Et la façon dont on a développé le programme, c'était toujours de se fier sur la communauté SAR à New York. Alors, eux, encore une fois, ils gèrent les dossiers qu'on constate pour le programme des chercheurs à distance. On n'était pas certain si toutes les unités à l'université allaient être excité par le programme et finalement, oui, tout le monde a vraiment donné beaucoup d'appui, mais on a décidé que pour les premières années, on allait limiter le programme à 5 chercheurs par année. Ils sont éparpillés dans plusieurs différentes unités en affaires, en politique. C'est vraiment des domaines très diversifiés. Et on a décidé que
pour un premier volet, on allait donner des nominations pour 2 ans avec la possibilité d'être renouvelé pour une période de 3 à 5 ans. Alors, comme nous sommes en 2023, on a commencé à faire les nouveaux nominations cette année. Il y a des chercheurs qui ont demandé pour un 5 ans, d'autres ont décidé 3 ans. D'autres chercheurs ont quitté le programme. Une des chercheuses a été élue au Parlement au Turquie, alors elle n'est plus avec nous, mais on est vraiment contente qu'on puisse donner un peu de temps pour qu'elle puisse s'arranger et trouver. Bien, finalement, elle s'est lancée vraiment dans les politiques. Mais c'est vraiment un programme qui est envisagé, qui a comme but de faire le pondage pour ceux qui ne sont pas capables de partir de leur pays ou bien comme Case se sont retrouvés dans un peu entre 2 options. Ça donne le temps de trouver une position plus stable et ça donne aussi un peu d'appui pour continuer les recherches, ça donne des accès aux ressources. Alors, c'est vraiment ça qu'on a établi comme but pour le programme. Alors, on a utilisé les systèmes qu'on avait déjà en place. Les chercheurs sont désignés comme professeurs auxiliaires ou professeurs de recherche auxiliaires. Et c'est vraiment, on utilise les pratiques et les normes qu'on avait déjà établies à l'université. Et ça, je pense que ça l'a beaucoup aidé quand on a fait la demande aux chefs en haut. Ils ont vu que ça n'allait pas être difficile de gérer le programme. Alors, ils ont donné leur appui tout de suite. Pour les chercheurs à distance, qu'est-ce que le programme offre? Je dirais 2 choses en gros, mais Case va être capable d'expliquer plus de son côté, de son expérience. Une idée qu'on avait, puis qu'on voulait vraiment avancer, c'est que les chercheurs et les chercheuses à distance devraient avoir la chance de continuer leur recherche et que ça peut être difficile dans des pays où ils ont perdu leurs accès aux institutions, à la vie universitaire. Alors, nous, notre programme, ça donne accès à toutes les bases de données de recherche qui sont disponibles dans notre bibliothèque. Alors, des choses comme JSTOR, j'essaie de penser à des bases de données en français, mais c'est les mots anglais qui me viennent en tête. JSTOR, Muse, ProQuest, tout ça, ça peut aider les chercheurs à continuer leurs travaux. On donne aussi une adresse électronique de l'Université Carleton, mais Case va dire à quel point ça n'a pas bien fonctionné récemment. Mais l'idée, c'est que ça permet aux chercheurs ou aux chercheuses de soumettre leurs travaux à des revues où il y a des politiques où ils n'acceptent pas des soumissions si ça vient d'un courriel Gmail ou quelque chose comme ça. Alors, avoir une adresse électronique qui est associée à l'université, ça peut être très, très utile. Et je pense qu'on oublie parfois à quel point c'est important. Alors, on a inclus ça dans le programme aussi. Et l'autre chose qu'on a offert, c'est d'avoir des contacts professionnels avec les unités ou avec l'université ou avec le comité SAR. Et ça, comme j'ai mentionné au début de mon petit discours ici, ça a été beaucoup, beaucoup mieux durant la pandémie parce qu'on était vraiment presque 100% virtuel. Maintenant qu'on retourne en présentiel, qu'on a moins de présentations Zoom, etc., je pense que le contact est de plus en plus difficile. Et c'est quelque chose que nous, comme comité SAR, on aimerait adresser de façon plus élaborée. Et c'est aussi un défi qu'on a pour les chercheurs et les chercheuses qu'on accueille à Carleton, que parfois on ne fait pas toujours l'appui ou le suivi qu'on devrait faire. Alors, c'est quelque chose qu'on constate comme comité, comment qu'on peut mieux appuyer les chercheurs SAR. Et c'est vraiment une question de gérer tout ce qui est question immigration, établissement, etc. Alors, on voit le travail qu'on fait avec les chercheurs à distance, vraiment en groupe. Ça fait partie du travail qu'on fait avec tous les chercheurs que le comité SAR travaille avec à Carleton. Alors, c'est un programme qu'on a lancé depuis 2020. On continue à l'appuyer, ça devient de plus en plus gros, mais c'est certain qu'on a eu des défis et je pense que Case va en discuter un petit peu, mais je serais très contente d'en parler durant la période de questions et réponses. Je pense que c'est tout ce que je voulais mentionner. Ah oui, j'avais des recommandations, évidemment. Alors, je vais faire ça rapidement. Une chose qu'on s'est aperçu qui était très important, c'était d'être aussi flexible que possible. Alors, les critères pour les chercheurs,
nous, on reconnaissait que pas tout le monde avait un doctorat, mais il y avait besoin d'appui. Alors, on a été flexible avec les critères et ça n'a pas toujours été facile avec les normes de l'université, mais on a réussi à gérer ça. Et c'est vraiment important d'avoir la flexibilité parce que les circonstances que les gens vivent sont vraiment différentes à travers le monde et c'est pas les mêmes standards et normes que nous avons ici en Amérique du Nord. Il faut être conscient de ça et être capable de gérer ça comme situation. Comme j'ai mentionné aussi, on est très, très attentif aux questions de sécurité, de l'anonymité. Alors, on a un nom spécial pour le programme, mais on ne discute jamais quand on parle des activités sœurs. On garde ça vraiment à distance pour essayer de protéger les chercheurs et les chercheurs juste au cas où. Je pense qu'une des choses qu'on s'est aperçu, c'est qu'il faut vraiment avoir de l'appui régulier. Et ça, c'est quelque chose que, comme je l'ai mentionné, on travaille sur en ce moment. Et ça veut dire trouver des moyens d'impliquer les chercheurs dans les programmes, les activités universitaires. Les gens qui ont présenté ce matin ont vraiment mis l'emphase sur qu'est-ce que les chercheurs et les chercheuses apportent aux universités. Et c'est la même chose avec les chercheurs à distance. On sait qu'ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences qui pourraient améliorer la vie et la vie intellectuelle dans nos communautés. Alors, c'est quelque chose qu'on cherche à avancer aussi. Alors, ça, c'est quelques recommandations. Je vais arrêter là. Mais j'ai vraiment apprécié la chance de présenter un petit peu au sujet de nos travaux. J'ai très hâte d'entendre Case et j'ai très hâte d'avoir la période de questions et réponses. Merci beaucoup. Merci à vous, professeur Madokoro, pour cette intervention fort instructive. Et comme vous le dites, je propose de passer tout de suite la parole au professeur Kaïsma Mohammadi, qui va justement prolonger la réflexion autour de l'activité de Remote Fellowship en partageant avec nous son expérience de bénéficiaire. Donc, Kaïs Mohammadi est professeur associé à l'Institut de politique économique de l'Université Carleton dans le cadre du programme Remote Fellowship. Précédemment, il était directeur de département à l'Université Cardan de Kaboul et enseignait à la maîtrise en administration des affaires et en relations internationales. Le professeur Mohammadi est récipiendaire du First President Award de l'Université Cardan et récipiendaire régional du Teaching Excellence Award décerné en 2019 par l'Accreditation Council for Business Schools and Programs. Je précise donc que le professeur Mohammadi va intervenir en anglais et qu'une traduction en français est disponible sur Zoom. Finalement, on se rapproche des 12h30, qui est l'heure fatidique de reprise des cours à l'Université Laval. Donc, il est donc possible que certains ou certaines d'entre vous soient dans l'obligation de nous quitter. Si c'est le cas, on voulait vous remercier pour votre présence. Professeur Mohammadi, nous vous écoutons. Thank you very much for the warm welcome to the conference and the great introduction that you did. Amazing. My name, as you said, is Qais Mohammadi, and I am associated currently with Carleton University in Ottawa, Canada. I'm also associated with a non-SAR member university, with Cardan University. I was previously working there. I'm specialized in economics. I've done my bachelor in Afghanistan, and then for my master's degree, I went to India. When I returned, it was 2014, not a very good year, but I started as a lecturer at one of the universities. After working for a decade, I had to leave Afghanistan again, and then I came to Germany because I had worked with the German government authorities in Afghanistan. Previously, I was working at Cardan University in Kabul. I started my job with Cardan University as a senior lecturer, and then I worked as assistant professor and also
head of department for economics department. I was taking classes of international political economy in MIR, that's Master of International Relations, and also classes of communication in Master of Business Administration, along with international economics and others in the Department of Economics. As pointed out in the introduction, I got the President's Award at Cardan University in 2019, and also the Regional Teaching Excellence Award from ACBSP in Texas in 2019. The reason that I joined SAR, I think it was a very critical moment to find about SAR. I was looking for an organization that can help academicians when they leave their homeland. And I found SAR in my search. I was very desperate. The situation in Afghanistan was grim. The country had just collapsed. And believe me, nobody for months could believe that the country had collapsed. No one could believe that. I was in my office on the job talking to the students, and suddenly the president of the university came to the office and he said, "Are you still here? Don't you know that the government has collapsed? Just leave, go home." So, yeah, very, very disappointing day. So I had to leave Afghanistan because I was actively involved with students, female students who are now banned from education in Afghanistan. I was promoting female education in the country. I was promoting a democratic government, democratic regime. However, I was also criticizing the way things were going on in that regime. But I knew that with the new government and new things, it would be very difficult for me to live a life in Afghanistan. So I took the opportunity. I came here to Germany. Now I live in Germany. In Germany, things didn't look in career, speaking from a career's perspective, things didn't seem very bright. We had some problems and challenges. The first one's uncertainty about what I was going to do here, because if you look at it from a narrow perspective, people who work hand jobs like a mechanic or an electrician or a painter or things like that, they find jobs very soon. But for academicians, we have to know a higher level of German language, what's difficult to learn. And we have to have German education in a sense, or if you don't, then you must have a PhD, and you should be academically, I don't know, in the top 1% or so that you can pursue an academic career here in Germany. However, I did apply to more than 60, 70 positions. 6 or 7 of them, I was thinking that this position is made for me. I'm gonna definitely get that. But then there was always this similarly generated email that starts with "unfortunately" as a reply, and you know that things are not going the way you want them to go. And that's when SAR came up with a positive outcome. And SAR contacted me about a fellowship position with Carleton University, and it was a bright light in a dark night. So this fellowship position not only filled
the academic gap that I will have in my career, but also helped in many other ways. For example, I'm still connected with the academic world, where I join conferences, I listen to scholars present their papers, and then I can comment on them. Keeps me updated on the world economic affairs, keeps me connected with this academic community, which you all know is very special. When you go out and you talk to people, you don't talk in that academic sense. So it's only with professors, students, and teachers where you can feel connected. And my association with Cardan University also helped. It is not a member of the SAR community, but it helped me in a sense that I was in Afghanistan, I was training the newly recruited teachers in designing curriculums and student-centered learning. So I'm currently doing that online. And in addition to that, I have email addresses related to academia, which keeps my accounts in various websites that require you to have a university account active. I am engaged with professors and research, so I collaborate in terms of research, and I'm working with some of the professors to produce research papers, to write research papers. And I can access online facilities in both of the universities. And that has been very positive. It has helped me at least have a clear vision and think positively. And then I also find it difficult for researchers, not only because they are in difficult situation, but also because they move to other countries, they have a sense of security, but not psychological and not career security. So they face new challenges. And in order to help these people, it is very important to have broad network in organizations such as SAR. The bigger SAR is, the more are the opportunities. In Germany, I think only a few universities are associated with SAR. And similarly in Europe. And if in the future the network gets bigger, that will open more opportunities for scholars that are at risk. Obviously, wars and things are always there. You can never have a break from them. So there are always academicians who are at risk. In this few minutes, I did talk about my current situation. I have a 2-year remote fellowship with Carleton University. However, I'm not taking active classes, but I am engaged in research and potential publications with Carleton University and Carleton University. I'm currently learning at C1 level of German. That's the minimum requirement for getting your PhD or for starting a job with the academic sector. It will take me around 5 to 6 months to complete this level, but this will open some more opportunities. And as a last slide, I have some recommendations as well. I am happy that there is a continuous support of SAR with the scholars at risk. However, my case with SAR has been closed, but I'm hoping that more opportunities will open up and SAR will get bigger.
Obviously, there is unfortunate violence and conflicts around the world. And as I said before, we are not going to get a pause on violence and conflict and dictators around the world. And that's why there is a higher need, not only for SAR, but other organizations such as SAR, in order to protect and secure in all the senses academicians around the world, not only job and psychology, but also other methods. In addition to that, I know that integrating academicians is difficult because the appointment standards are different. There is language barrier. There are different requirements in every university and everywhere. But I'm sure organizations such as SAR can work on increasing the capabilities and developing the capabilities of scholars at risk so that they are able to get more opportunities. Est-ce que c'est juste du côté? Est-ce que vous nous entendez, professeur Mohammadi? Absolument. Nous, on vous entend, mais je pense que c'est juste de son côté. Ah, peut-être perdu la connexion du côté de l'Allemagne. Je pense qu'on va pouvoir continuer, puis je pense que le professeur Mohammadi était sur la fin de son intervention, et puis j'espère qu'on va réussir à le récupérer d'ici la fin de la conférence. En tout cas, s'il nous écoute, s'il nous entend, je voulais sincèrement le remercier pour son intervention. Avec ce qu'il nous a partagé, il a vraiment ouvert une brève mais fondamentale fenêtre sur les défis, le quotidien, ce que ça représente que d'être universitaire en danger, que de vivre dans une situation où la sécurité est un enjeu quotidien, où on est aussi parfois persécuté pour son travail, pour ce qu'on défend. Ah, Yeah, professeur Mohammadi? Yes. Yeah. I'm sorry, I got disconnected. So I was saying that we can provide opportunities. The scholars that are coming from least developed countries, obviously, they aren't as developed as required in universities here in Europe and the Americas, but organizations like SAR can provide more opportunities for them. And as a last remark, SAR really is the last hope for academicians. They have nowhere else to go. I had nowhere else to go. When it comes to career perspective, there is no other place where you can get help. It's only organizations such as SAR that can help an academician. For example, there are organizations that can help people in other careers. Some of the careers doesn't even need people to speak the local languages. They can just do it. It's like handwork and that's it. But academia is different. Therefore, I call through this conference on all the universities around the world to get connected with SAR. And believe me, these universities will be able to find some of the best minds through SAR by integrating scholars at risk. Thank you very much. I'm open to questions and I hope I haven't bored you. Merci beaucoup à vous, professeur Mohammadi. Comme je l'ai dit pendant la petite coupure de la petite connexion, votre partage d'expérience est vraiment importante. Ça nous permet de rendre les choses un peu plus concrètes, d'avoir une vision un peu différente et justement qui est déterminante sur les défis que vous avez eu à rencontrer et votre quotidien depuis que vous avez dû quitter votre pays. Donc, merci beaucoup pour tout ça, pour avoir partagé cette expérience et ces quelques mots avec nous. Et avec la professeure Madokoro, vous nous avez
amené quand même de belles pistes de réflexion sur l'activité de Remote Fellowship et sur les possibilités concrètes d'implication qui s'ouvrent, qui se présentent à l'Université Laval pour son programme. Donc, merci à vous. Et puisque je parle de pistes de réflexion, je vais redonner la parole à Maître Sullivan, qui nous avait parlé du programme Saruel de ses débuts à aujourd'hui et qui va maintenant nous parler de demain. Et j'en profite également pour vous dire que la période de questions-réponses s'en vient bientôt. Donc, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, intervenantes, conférencières, conférenciers, n'oubliez pas que vous avez un petit onglet en bas de la fenêtre Zoom, questions et réponses. Éric? Merci beaucoup. Je vais partager quelques diapos pour vous. Pour terminer, je suis très content d'entendre ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ça répond à plusieurs des questions qu'on entend à propos de SAR, de son fonctionnement, de ses activités, de sa pertinence pour les gens qui en bénéficient. Ça nourrit la réflexion qui est actuellement en cours à l'Université Laval sur comment amener le programme au prochain niveau. Et c'est ce qui m'intéresse présentement. Donc, le programme, grosso modo, il peut se résumer actuellement à ce qu'on fait. Et là, ça va prendre quelques secondes. Voilà. Le programme actuellement se résume essentiellement au périmètre de la clinique, hein, et à notre collaboration avec la faculté de droit pour l'émission, la production du rapport l'année passée, l'organisation de cette conférence-ci. Or, sur le campus à l'Université Laval, il y a une foule de choses qui se font déjà et qui rejoignent la mission de SAR globale. On peut penser à des conférences qui se donnent sur la liberté académique, on peut penser à des travaux de recherche sur la liberté d'expression, on peut penser aux travaux sur la migration, sur la bonne gouvernance, sur la démocratie, sur la place des universitaires dans la société, sur les réfugiés. Il y a une foule de choses intéressantes. On accueille à l'Université Laval au-dessus de 5000 personnes, les travailleurs étrangers, des étudiants qui viennent étudier ici, dont certains sont des scholars at risk, mais on ne les appelle pas comme ça. On en a un d'ailleurs présentement, notre collègue de Gaza. Donc, je pense que la prochaine étape, c'est pas nécessairement se créer beaucoup de nouvelles, un nouveau fardeau, de nouvelles activités, mais c'est beaucoup changer de paradigme. C'est de voir ce qu'on fait déjà et de le voir sous la houlette de Scholars at Risk et de restructurer, de fédérer des activités, de mobiliser des acteurs qui pourraient nous amener, qui pourraient amener le programme SAR à un autre niveau. Pour qu'il soit non seulement, plus seulement Éric Sullivan et Virginie Lefebvre comme répondants facultaires, mais vraiment un vrai réseau pan-campus avec un système de gouvernance, un financement et des activités qui lui appartiennent en propre et dans lesquelles plusieurs contributeurs pourront s'y joindre, dont la clinique de droit international pénal humanitaire. Donc, dans cette démarche-là, ce n'est pas à la clinique de décider unilatéralement de ce que va être le programme sur le campus dans le futur. Donc, on vous convie à une prochaine étape qui va avoir lieu en février 2024, le 29 février 2024, en avant-midi, sur invitation seulement. Par contre, on veut limiter les discussions à 15-25 personnes pour aller vraiment en profondeur dans la réflexion. Ça va être une occasion à ce moment-là de se poser des questions sur la gouvernance, sur le financement, sur les activités à développer, sur le rôle que chaque personne pourrait jouer pour développer le programme à l'Université Laval. À terme de cette réflexion-là, l'idée, ce serait d'arriver à un programme élargi qui serait représentatif de la diversité, de la variété d'activités qui se mènent actuellement et qui pourraient être menées, développées, innovées sur le campus au bénéfice de la liberté académique et des universitaires en danger. Donc, si votre organisation, votre entité est intéressée, je vous invite à venir nous voir, nous contacter. On vous fera parvenir des invitations. En complément, on est évidemment tout oui sur les commentaires, sur les suggestions que vous pourriez avoir envers le comité. On va, à la fin de la conférence, vous partager un formulaire. Ma collègue va en parler. Vous pourrez nous faire remonter des informations. Et je prends une dernière minute parce que je veux laisser du temps aux questions. Je sais que ce que Virginie va dire un petit peu plus tard, je devine. Mais je veux prendre un temps pour la remercier en particulier. Donc, merci beaucoup, Virginie Lefebvre, pour ton implication et le temps. C'est Virginie qui mène le bateau depuis quelques semaines dans ce projet-là. Donc, merci beaucoup pour tout le temps. Alors, voilà. Ça fait plaisir. C'est avec grand plaisir que j'ai eu beaucoup de plaisir à organiser cette conférence et à être encore avec vous maintenant.
Et puis, ça me fait plaisir aussi de t'entendre faire cette invitation à l'ensemble de la communauté ULaval pour réfléchir ensemble aux contours et au contenu qu'on aimerait donner à ce programme, au programme SAR UL qui existe aujourd'hui, mais voilà, vers quoi on veut l'emmener, quelle forme veut-on lui donner, quel contenu et quelle place est-ce que chacun a envie d'y jouer. Donc, comme on disait, on va passer maintenant à la période de questions-réponses. Ça va être à vous de prendre la parole si vous le souhaitez. J'aimerais juste que si vous souhaitez poser une question, vous commenciez juste par vous présenter très rapidement pour que l'on sache qui vous êtes et également de préciser à qui s'adresse votre question. Je ne sais pas si nous avons actuellement des questions qui ont été posées en ligne ou pas encore. Chloé, deux. Donc, c'est Chloé qui va nous commencer cette vague de questions-réponses. Donc, Chloé Dubuc est étudiante à la maîtrise et superviseur étudiante à la CDIPH. Et je te laisse nous lire une première question qui a été soumise en ligne. Je me demande si l'initiative sort et joueur ou l'élément d'immigration. Et si l'élément sont mentionnés avec cette l'immigration ne peut pas voir comment les autres universités canadiennes. Merci. J'imagine que cette question pourrait plutôt s'adresser à la professeure Trilch ou la professeure Madokoro qui ont déjà été impliquées du point de vue universitaire sur ces démarches-là. Je ne sais pas si vous avez bien entendu la question, mais sinon vous pouvez la retrouver aussi. Je peux la répéter ou alors vous pouvez la retrouver dans le question-réponse du Zoom. Merci, je l'ai lu dans la section questions-réponses. Alors, l'immigration, c'est probablement le sujet le plus difficile, ben, après le financement. Mais effectivement, il n'y a pas de, comment est-ce qu'on dit ça en français? A Unified Immigration Pathway, une voie d'immigration unique pour pour les chercheurs SAR. Premièrement, tout dépend dans quelle province on compte atterrir et aussi dans quelle université et avec quel financement. Est-ce que le chercheur SAR reçoit une bourse ou un salaire? La voie d'immigration ne sera pas la même. Qu'est-ce que la convention collective permet en termes de poste que la personne va occuper? Est-ce qu'il s'agit, c'est ça, d'un chercheur invité, d'un prof associé? Tout ça, ça va déterminer aussi quel genre de voie d'immigration on peut choisir. Heureusement, il y a SAR Canada qui est là pour disons, on ne peut pas faciliter l'immigration, mais au moins on sait un peu ce qui se passe dans les différentes universités, dans les différentes provinces. On avait organisé en 2021 un webinaire sur la question qui, à ce que je sache, est disponible en ligne. Et où certains experts en matière d'immigration pour des chercheurs SAR avaient pris la parole, avaient expliqué comment il ou elle procède. Si quelqu'un s'intéresse à ça, je pourrais éventuellement vous retrouver une façon pour y accéder. Et aussi, on peut toujours mettre les personnes intéressées en contact avec les personnes ressources dans les différentes provinces qui peuvent expliquer comment on peut procéder, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, disons. C'est un peu ça. C'est au cas par cas, malheureusement. On aimerait ça qu'il existe comme c'est le cas en Allemagne d'ailleurs, une voie d'immigration unifiée. L'Allemagne a mis sur pied un programme fédéral, la Philip Schwartz Initiative, qui souvent est jumelé avec SAR ou avec le Scholar Rescue Fund. Donc, c'est un programme qui permet une voie d'immigration particulière pour les chercheurs SAR. On aimerait ça que ça existe au Canada, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas.
Je vais juste ajouter rapidement pour confirmer et appuyer ce que professeur Tirsch a mentionné. Nous, on a eu l'expérience. En fait, l'immigration, c'est très, très complexe. Hein. C'est la question qu'on n'a pas cette voie unique qui vraiment rend la vie difficile aux chercheurs et aux chercheuses. Nous, on a eu l'expérience où on a invité un chercheur à Carleton et on ne s'est pas rendu compte qu'avec son âge, ça allait nuire à la capacité d'avoir les points pour avoir la résidence permanente. Puis on ne s'était pas rendu compte de ça. Alors, il a fallu étendre son contrat. On a beaucoup, beaucoup appuyé son cas, mais on n'avait pas fait tous les calculs qu'on avait besoin de faire pour faire un pondage qui était plus fluide. Il y a eu des difficultés. Finalement, c'était correct, mais ce n'était pas du tout évident. Et c'était une question des politiques d'immigration, de gérer quelle voie. Nous, on aurait pu faire une meilleure job, disons, à gérer ça. Et l'autre chose qui est complexe, c'est que parfois les chercheurs viennent au Canada, mais leur famille reste chez eux. Alors, on a eu l'expérience d'une chercheuse avec sa fille qui elle essaie d'avoir son mari qui la rejoint au Canada, mais avec tous les délais en immigration en ce moment, ça a rendu la vie très, très difficile, en particulier pour leur fille qui s'ennuie de son père aussi. Alors, c'est vraiment un dossier très, très important à constater. Tout ce qui est complexe côté immigration et de vraiment apprendre le plus possible au sujet de quelle est la meilleure voie. L'autre chose, c'est qu'en faisant tous ces travaux, nous, on a commencé à dire, il faut avoir un meilleur système, en particulier pour les scholars at risk. Alors, on a des petites conversations tranquilles comme communauté avec les parlementaires ici. Et l'autre chose que je voulais mentionner, c'est la question de les conventions collectives, pour nous, ça n'a pas été compliqué. C'était juste une question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire ou pas faire en ce qui concernant le travail qu'on offrait aux chercheurs et aux chercheuses. Alors, et Carleton a beaucoup, beaucoup de conventions collectives. Alors, c'est encore une question d'information, mais tout peut être bien, bien structuré. Mais pour nous, le grand défi, finalement, ça a été les questions d'immigration. C'est vraiment, vraiment difficile. Alors, il faut faire très attention des cas particuliers. Je vous remercie pour ces réponses. Et on a une deuxième question qui a été posée en ligne par Gabriel Bergevin Estable. Je pense qu'une partie des réponses que vous nous avez apportées sont pertinentes par rapport à la question posée sur Zoom, notamment peut-être pour prolonger cette question. On nous demande, est-ce que SAR mène des représentations auprès du gouvernement fédéral pour des programmes d'immigration spéciaux pour les universitaires en danger? Donc, c'est ça rebondit sur ce que vous disiez, qu'il n'y a pas de voie unique. Et est-ce que c'est quelque chose qui est porté à l'attention? Est-ce qu'il y a des actions actuellement, ou en tout cas des plaidoyers qui sont menés, ou des programmes de ce genre pour sensibiliser et essayer de faire avancer les procédures administratives? Ça a déjà été fait. On avait déjà, il y a quelques années, monté une espèce de campagne pour essayer de pousser pour un programme fédéral et disons que ça avait avancé jusqu'à un certain point avant qu'on ait reçu une réponse fermement négative. Alors, on s'est dit qu'on va laisser, disons, on va mettre le programme sur pause pendant un petit bout, puis peut-être se réessayer plus tard. Entre-temps, le gouvernement fédéral a mis toutes ses énergies dans la création d'un programme pour des défenseurs des droits humains qui a été mis sur pied, qui existe maintenant, et on a donc choisi de mettre nos énergies à essayer de trouver un lien entre ce programme-là et SAR. Donc, on a réussi à faire accepter par le gouvernement fédéral que SAR soit un des organismes qui peuvent proposer des candidates pour ce programme-là. Donc, il existe effectivement un lien. Donc, pour les chercheurs qui se qualifient aussi comme défenseurs des droits humains, ou les défenseurs des droits humains qui se qualifient aussi comme chercheurs,
Et je tiens à souligner que la définition de défenseur des droits humains est excessivement large dans ce programme-là. Donc, ces personnes-là peuvent être référées dans ce programme-là par SAR. Et c'est une voie unique d'immigration où la personne a donc une voie dédiée qui mène directement à la résidence permanente. Je sais que le programme avait des difficultés au début parce que c'était exigé que la personne soit déjà acceptée comme réfugiée et comme on le sait tous, il y a, tout comme les chercheurs à risque, les défenseurs des droits humains aussi à risque, ne veulent pas majoritairement avoir le statut de réfugié parce que ça cause des difficultés pour retourner dans le pays d'origine. Donc, mais après la première année, à ce que je sache, maintenant, ce critère est abandonné. Donc, ça va sûrement ouvrir la porte à plus de candidates qui peuvent se qualifier sous ce programme-là. C'est relativement restreint, mais au moins c'est ça. Donc, ça va peut-être nous permettre à faire élargir les possibilités au niveau de l'immigration éventuellement. J'espère que ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Nous sommes passés à travers les questions sur Zoom. Est-ce que d'autres questions pour mes collègues ou dans la salle? Oui. J'aurais une question, que ce soit pour l'université Carleton ou pour l'université UQAM ou d'autres universités à votre connaissance. Est-ce que ça, Canada ou États-Unis, collaborent avec d'autres partenaires extérieurs pour venir renforcer justement leur activité, leur rayonnement, que ce soit au niveau financier ou au niveau justement des ressources humaines pour gérer l'accueil des partenaires? Est-ce que la question a été entendue ou non? Donc, la question est de savoir si SAR Canada ou même SAR New York a des relations avec des partenaires extérieurs pour aider sur les activités, que ce soit du niveau financement ou au niveau, j'imagine aussi immigration, ou voilà. Est-ce que en dehors, ça revient un peu à une question que je m'étais notée, je pense. Professeur Madokoro, vous disiez que vous étiez une trentaine dans le comité. Est-ce que vous avez un soutien extérieur? Est-ce que vous avez des personnes dédiées quelques heures par semaine ou je ne sais pas quelle forme, mais pour justement venir soutenir pour les formulaires d'administration, l'accueil sur place, trouver un logement et autres? Est-ce que vous avez des partenariats avec des structures? Je peux commencer, je sais pas. Je vais juste dire rapidement que pour nous, c'est vraiment un travail de bénévolat, disons. Alors, on partage les tâches. Comme on est un grand nombre sur le comité, on a trois, non, je me parle. On a deux genre chefs d'équipe, mais vraiment, c'est un travail très partagé et on prend chacun responsabilité pour des tâches différentes. L'activité qui est peut-être le plus importante a été entreprise par 3 membres du communauté et on appelle ça Scholar Care. Alors, eux, ils font le suivi avec chaque Scholar at Risk qui est parmi nous. Et c'est quelque chose qu'on aimerait faire pour le programme pour les chercheurs à distance. Mais en ce moment, c'est moi qui est responsable pour ce programme-là et on devrait être plus nombreux parce qu'on se rend compte qu'on ne rend pas assez d'appui pour les chercheurs à distance. Case avait perdu son courriel Carleton mais il a encore perdu pendant 2 mois. Puis je me suis pas rendu compte parce que j'envoyais des courriels. Et finalement, je me suis dit, je ne reçois pas de réponse, il doit y avoir quelque chose. Alors, j'ai utilisé son Gmail et à ce moment-là, on a réalisé, right, Case, we had no idea that you were missing because the Carleton email wasn't working. So the Scholar Care is super important and we don't do enough of it with the Remote Scholars Program. Pour nous, à Carleton, il y a 3 membres de l'équipe qui travaillent avec des réseaux locaux. Alors, Refugees 613 travaille avec le fédéral pour tout ce qui est comme apprentissage de langue, garderie, question d'établissement. Ça prend beaucoup, beaucoup de travail et c'est le comité de notre groupe, le sous-comité qui est le plus actif. Et qu'est-ce qui est question de soutien financier?
On reçoit beaucoup d'appui de l'université, mais en même temps, on fait des ramasses de fonds une fois par année pour essayer d'élargir parce que ça nous aide, en particulier quand il y a des moments où les chercheurs ou les chercheuses qu'on a accueillis ils ont besoin de plus de pondage pour avoir comme la résidence permanente, etc. Alors ça, c'est très, très important aussi. Mais nous, on n'est pas bien organisé, c'est vraiment le bénévolat. Tout le monde est intéressé à faire le travail, alors on le fait ensemble. Mais ça serait peut-être une bonne idée d'avoir plus de structure. Est-ce que je peux juste ajouter quelques remarques? OK. Oui, bien sûr. Donc, SAR New York a quand même je dirais, des bons liens avec Scholar Rescue Fund au niveau du financement. En ce qui concerne SAR Canada, on ne s'occupe pas de l'accueil. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'affiliation directe à cet égard-là parce que ce sont vraiment les institutions hôtes qui organisent l'accueil. Mais on organise, encore une fois, des opportunités d'échange. Donc, après le webinaire sur l'immigration, on avait organisé une deuxième édition de ce webinaire-là qui s'appelait, c'était How to Host Second Edition, où on a parlé beaucoup de ces questions-là, de comment trouver un appui, donc vraiment partage de meilleures pratiques. Ayant organisé un accueil à l'UQAM il y a quelques années sans avoir préalablement établi de tels partenariats. Je peux vous dire à quel point c'est important d'avoir des partenaires parce que, bon, on est un comité essentiellement formé de professeurs, pas exclusivement, mais essentiellement. Et il y a des syndicats aussi qui sont représentés. Mais oui, donc organiser la garderie et l'école, trouver des meubles, trouver des manteaux d'hiver et tout ça reposait sur les épaules des membres professeurs du comité. Donc, oui, il faudrait y penser avant d'accueillir. Quelles sont les ressources locales qui peuvent être mobilisées? Le problème, souvent, c'est qu'il y a beaucoup de ressources pour les personnes réfugiées, mais le chercheur SAR n'est pas un réfugié. Donc, il y avait plusieurs portes qui sont restées fermées pour lui à cause de cela, ce qui est très dommage. Alors, je pense qu'il y a un peu de sensibilisation aussi à faire auprès de certains organismes communautaires pour dire s'il n'est pas réfugié, s'il y a une raison pour laquelle il n'est pas réfugié, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas dans une situation de refuge. Merci beaucoup pour vos interventions et pour toutes ces précisions. Je ne vois pas de nouvelles questions sur Zoom. Je n'ai pas de main qui se lève ici non plus. Et quoi qu'il en soit, on est arrivé à la fin du temps qui nous était imparti. Sachez que si vous voulez obtenir plus d'informations sur le programme, vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, vous pouvez aller consulter la page SAR-UL qui est actuellement hébergée sur le site de la CDIPH. Et vous avez un lien qui vous a été justement communiqué sur Zoom, vous renvoyant à cette page SAR-UL un peu plus tôt durant la conférence. Vous trouverez ici également une adresse mail dédiée à SAR à laquelle vous pouvez écrire de mémoire. Si je ne me trompe pas, c'est sar@ulaval.ca. C'est bon, on me valide, c'est ça. Fait que vous pouvez écrire à cette adresse pour obtenir des informations ou nous contacter pour toute question relative au programme. Et si vous pouvez juste, avant que je clôture cette conférence, m'accorder quelques instants pour remercier les personnes grâce à qui cet événement a pu se tenir. Donc tout d'abord, je vous remercie pour vous qui avez été présents en salle et en ligne, d'avoir répondu présent à l'invitation et d'avoir manifesté votre intérêt pour ce programme. Ensuite, et tout particulièrement, je veux dire un grand merci à nos deux conférencières et notre conférencier qui étaient avec nous en ligne. Mes collègues de la clinique et de la faculté de droit se joignent à moi pour vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience et vos retours, vos réflexions. Un grand, grand merci. C'était très apprécié. Je remercie également Enrica Saint-Pierre qui n'a pas pu se joindre aujourd'hui, qui n'était pas avec nous aujourd'hui, qui n'a pas pu se joindre à nous,
mais qui a contribué et qui a beaucoup aidé à ce que le programme SARU-Laval entame une nouvelle étape avec les recherches et la rédaction du rapport qui vous a été présenté précédemment. Eric Sullivan se joint également à moi pour remercier la faculté de droit pour la co-organisation de cet événement et pour le soutien logistique et organisationnel qui a été apporté au cours des dernières semaines, notamment par le service des événements, des communications et des appariteurs. Je remercie également Chloé Dubuc pour sa gestion du Zoom aujourd'hui et puis l'envoi de tous les petits messages sur la discussion pour vous fournir des informations, ainsi qu'à Alice Bonardi-Higou qui était là pour nous apporter un soutien logistique pendant l'événement et qui est étudiante à la CDIPH. Et je remercie finalement, je dis un grand merci à notre traducteur et à notre traductrice, Yannick Bédard et Julie Boulet, qui étaient là pour permettre à tout à chacun de suivre l'entièreté des débats dans une langue avec laquelle il était confortable. Donc pour finir, Eric avait déjà un petit peu amorcé le sujet, mais vous pourrez trouver un formulaire d'appréciation. Le lien vous est partagé actuellement dans l'onglet discussion de Zoom. Il y a aussi un QR code dans la salle si vous souhaitez le scanner. On vous serait très reconnaissant si vous pouviez prendre quelques minutes de votre temps pour le remplir afin de nous faire un retour de votre expérience sur cette conférence et de ce que vous avez appris sur SAR et si vous avez des choses que vous voulez partager avec nous suite aux réflexions qu'on a menées ensemble. Et tout simplement, merci à vous. Bonne continuation, bonne journée, bonne soirée pour le professeur Mohammadi qui a un petit peu de décalage horaire par rapport à nous. Et au plaisir de vous recroiser à une prochaine occasion. Thank you very much. It's great. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. À bientôt. Merci. Merci, bye.